Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Réconcilier les plateformes crypto avec les banques. Sophie Guibaud, cofondatrice et Chief Commercial and Growth Officer chez Fiat Republic. On simplifie la vie des banques et en faisant ça, en fait, on s'assure pour nos crypto-plateformes, qui sont nos clients, qu'il y aura vraiment beaucoup moins de risques de perdre les partenaires bancaires et donc d'avoir des interruptions dans leur expérience client. Le gros pain point auquel s'adressent Sophie et ses cofondateurs, c'est celui des relations entre deux univers bien différents, les banques d'une part et les plateformes crypto de l'autre. Vous réaliserez que ces nouveaux acteurs doivent s'intégrer à de multiples partenaires et répondre aux exigences de chacun tout en effectuant un monitoring lourd et chronophage, particulièrement en ce qui concerne les transactions. Sophie nous explique comment cette start-up a déployé un produit qui fluidifie tout le volet transactionnel et facilite la vie de ses plateformes tout en prenant en charge une partie du volet conformité. J'interroge Sophie sur l'acquisition d'un établissement de monnaie électronique au UK, sur la façon dont la transition s'est effectuée, que ce soit vis-à-vis du régulateur britannique que des établissements bancaires partenaires. Nous passons les différents cas pratiques au crible, regardons les déploiements live, ainsi que le processus d'intégration des nouveaux clients, qu'il s'agisse des nouvelles plateformes ou des plateformes historiques. Enfin, nous terminons par le dernier round de 6 millions de dollars avec Speed Invest et SoftBank, entre autres, ainsi que du consortium. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Sophie. Salut Solène. Trop contente de te reparler sur FinScale, puisque c'est la deuxième fois. T'es la deuxième que j'ai invitée 2 fois. Je suis très fière. Donc, ravie, mais alors dans un contexte totalement différent, puisque tu es là pour nous parler de Fiat Republic. Alors, je pense que tous les auditeurs n'ont pas forcément écouté ton podcast, donc est-ce que tu pourrais brièvement te représenter à l'audience qui t'écoute ? Absolument. J'ai commencé ma carrière en finance il y a maintenant beaucoup d'années, je crois 16 ou 17 ans. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, M&A, LBO, et puis je suis devenue investisseuse en start-up. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, moi, j'ai pas en fait envie de faire l'investissement, j'ai envie de pas faire que la stratégie, j'ai envie de mettre mes mains dans le cambouis et de travailler en start-up. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé à HelloFresh. J'ai rejoint donc Rocket Internet. J'ai lancé HelloFresh en Angleterre. J'étais en charge pour tout ce qui était marketing, en fait, pour le lancement, plus le lancement national. Et puis après, c'est quelques mois à la base que j'ai réalisé, c'est que le e-commerce n'était pas assez complexe pour moi, dans le sens où j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus geeky. Et c'est là où j'ai rejoint Bankable, où je suis devenue Head of Product Strategy et Commercialization. Bankable, c'était du white label pour aider en fait des fintechs à lancer des offres bancaires avec des cartes prépayées. Ensuite, j'ai rejoint Fidor pendant 5 ans. J'ai lancé Fidor Bank au UK. Puis pendant 4 ans après, j'ai aidé des banques tier 2 et tier 3 à lancer leur propre néobanque. Ensuite, je passais 2 ans chez OpenPaid où je m'étais en charge de tout ce qui était stratégie, vente, customer success aussi. Et donc, c'était pareil, du banking as a service. Et on aidait les entreprises à lancer des offres de paiement et bancaires pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs utilisateurs. Et enfin, dernièrement, j'ai cofondé ma société Fiat Republic avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. Et donc, c'est une offre de banking as a service pour les crypto-plateformes. Génial. Bon, alors je fais toujours des petites confidences à l'audience. Si vous entendez des cigales et des coucous autour de nous, c'est qu'on enregistre en plein air. En fait, avec Sophie, on se retrouve plusieurs fois par an à Bordeaux, puisqu'on va souvent dans la région toutes les deux. Donc, on enregistre dans un endroit très agréable. Il y a toute une forêt autour de nous. Donc, s'il y a des petits bruits de fond, c'est totalement normal. Alors, il y a des mots-clés que tu as utilisés quand tu as évoqué Fiat Republic. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur, j'aime bien les pain points, revenir sur le pain point auquel sont confrontés
les boîtes qui se lancent dans la crypto. Alors toi qui viens, comme moi, de l'environnement extrêmement régulé, des établissements de monnaie électronique, des banques, etc., tu sais ce à quoi les régulateurs ont peur, et je pense que les gens qui nous écoutent le savent aussi. Donc c'est compliqué parce que ce sont deux mots qui vont pas forcément encore ensemble, on va dire. Donc concrètement, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, ainsi que tes cofondateurs, de ce pain point, et qu'est-ce que vous cherchez à résoudre ? Ouais, c'est une bonne question et c'est un gros problème qu'on essaie de résoudre. Donc en fait, au fil des années, en parlant avec des plateformes crypto, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'elles avaient toujours des problèmes à ouvrir des comptes en banque avec des banques en fait. Donc des exchanges par exemple, quand tu dis plateforme, c'est quoi ? Ouais, voilà, des exchanges, des on-off-ramp aussi, comme par exemple Ramp Network ou MoonPay. Et puis tout ce qui peut être DeFi, NFT plateforme, etc. Mais c'est vrai que là, pour eux, on est encore plus loin d'arriver à avoir des comptes en banque, puisqu'il y en a beaucoup qui sont non régulés et qui sont décentralisés, ce qui veut dire qu'ils ne font pas de KYC ou de KYB, et donc dans ce cas-là, nous, on ne peut pas les servir. Donc nous, en fait, on est une plateforme de banking as a service qui sert des plateformes qui sont régulées et qui font donc du KYB et du KYC de leurs utilisateurs finaux. D'accord. Mais pour revenir sur le problème donc, qu'on sert, c'est qu'en fait, quand tu lances une crypto exchange, souvent, tu as besoin de services bancaires pour toi, pour pouvoir aller acheter de la liquidité auprès d'autres exchanges, mais aussi pour collecter l'argent de tes utilisateurs finaux. Ouais. Mais en fait, les crypto exchanges, au départ, tu arrivais avec ta crypto, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un exchange, parce que en fait, tu arrivais juste avec ta crypto. Il y a quelques années, ils ont rajouté les cartes. Donc, tu payes par carte. Mais bon, les cartes, ça coûte très cher. Et donc, du coup, et aussi quand tu veux faire des gros trades, c'est pas forcément adapté, en fait, pour des gros montants. Et c'est pour ça qu'en fait, les crypto-plateformes, elles ont commencé à rajouter d'autres manières de charger les comptes, en fait, qui est par des transferts bancaires, en fait. Donc, elles cherchaient à ouvrir des comptes avec des banques. Ouais. Et donc, des fois, c'est compliqué parce que les banques, elles n'ont pas forcément envie de servir des crypto-plateformes parce qu'elles n'ont pas toute la visibilité sur les flows, et donc elles n'ont pas confiance en termes de transaction monitoring, enfin tous ces process-là. Ouais. Et des fois, elles arrivent à ouvrir des comptes bancaires, mais dans ce cas-là, en fait, elles ont besoin de faire pas mal d'intégration parce que généralement, les banques, elles ne leur donnent pas accès à des comptes locaux. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu veux supporter l'Europe, donc tu as Euro, ok, très bien, ça va assez vite. GBP aussi, tu peux avoir ça avec un ou deux prestataires. Mais après, tu dois, par exemple, pour toutes les monnaies qui sont non euro, mais quand même en Europe, ensuite, tu dois aller chercher un partenaire bancaire à chaque fois. Et alors, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente que tu dois faire l'intégration, signer le contrat, souvent payer des frais tous les mois. Tu dois maintenir cette relation et maintenir ces intégrations. Et aussi, à chaque fois en fait, qu'il y a un problème avec un paiement, tu dois donc, il y a souvent des intégrations par API, mais souvent aussi, ton équipe de paiement, elle doit se connecter à l'interface de chaque banque. Ouais. Donc, c'est-à-dire que nous, on parle à des plateformes qui ont plus de 15 intégrations bancaires. C'est beaucoup de travail, mais en amont, mais c'est aussi beaucoup de travail tous les jours. Et donc, nous, on répond à ce besoin-là pour les boîtes qui ont déjà des intégrations en leur disant, mais nous, on peut vous... monitorer, reprendre en fait le suivi. C'est ça. Enfin, vous intégrez avec nous et vous aurez déjà plusieurs banques et donc c'est avec une plateforme qui est beaucoup plus moderne où il n'y a pas de fichiers à télécharger tous les jours pour faire les paiements, etc. On vous donne accès à des rails locaux. Oui. Donc là, nous, on est live avec du GBP, Euro, USD, et donc dans les prochains mois, on va rajouter Canada et l'Europe de l'Est. Donc ça, c'est ça. Et là, c'est des endroits qui sont problématiques. Et pourquoi ces endroits qui sont problématiques ? Parce qu'en fait, les gens, pour l'instant, quand ils tradent là-bas, ils passent par Swift, en fait. Donc, ça prend des jours, c'est hyper cher. Donc, on répond vraiment à un besoin de connecter à des banques locales et avoir accès aux paiements locaux qui sont pas chers et qui sont rapides. Donc, voilà.
Et est-ce que ça résoudrait pas une partie du pain point pour tous ces exchanges et ces plateformes de se faire réguler, comme certaines l'ont fait d'ailleurs, hein, je pense à Bitstamp qui est un établissement de paiement, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que ça résoudrait une partie du problème ou pas ? Ça résout une partie du problème, mais pas tout le problème avec les banques. Et c'est là où vraiment, nous, on arrive avec une solution qu'on appelle, on s'appelle Web 2.5, donc le pont entre Web 2 et Web 3. Parce qu'effectivement, quand elles sont régulées, et nous, on travaille avec des sociétés qui sont régulées, et ben effectivement, elles doivent suivre toutes les procédures KYC, KYB. Mais du côté de la banque, en fait, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de ils doivent onboarder chaque client un par un. Donc, ça fait beaucoup parce que s'ils travaillent avec nous, par exemple, ils vont avoir peut-être 20 clients d'un coup. Et sinon, ils vont devoir onboarder un par un avec leur compliance department les clients. Et souvent, il y a quand même des structures complexes. Donc, nous, on répond à ce problème. Le deuxième problème auquel on répond, c'est qu'en fait, on agrège les données de ces crypto-plateformes et on réconcilie les données fiat on-ramp, on-chain et ensuite fiat off-ramp. Et donc ça, c'est vraiment ce que les banques n'ont pas et c'est ce qui fait que souvent elles ont peur de cette black box de transactions où elles ne savent pas trop ce qui se passe. Et donc nous, on arrive vraiment avec une solution à ce problème. Donc voilà, donc on simplifie la vie des banques et en faisant ça, en fait, on s'assure pour nos crypto-plateformes qui sont nos clients qu'il y aura vraiment beaucoup moins de risques de perdre les partenaires bancaires et donc d'avoir des interruptions dans leur expérience client. Est-ce que tu peux revenir sur la distinction entre on-ramp et off-ramp, s'il te plaît ? Oui, alors, c'est vrai que c'est un peu un misnomer, comme on dit en anglais, parce qu'effectivement, tu as des prestataires de services qui sont des crypto on-ramp, off-ramp, et qui sont souvent appelés on-ramp, off-ramp, comme Ramp Network ou MoonPay, par exemple. Et donc là, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils permettent à n'importe quelle plateforme de permettre à ses utilisateurs d'acheter de la crypto sur le point d'utilisation, en fait, pour ensuite commencer à acheter des produits digitaux. Donc, c'est par exemple ce que ces acteurs font avec des plateformes NFT, où il faut arriver avec de la crypto pour acheter des NFT. Oui. Donc, ça, c'est en fait, c'est des zones on-off-ramp. Nous, on fait du fiat on-ramp, off-ramp, et pour ces acteurs, on serait leur infrastructure, en fait, parce qu'il y a une infrastructure de paiement qui est dessous. D'accord. Mais on-ramp, off-ramp, ça veut juste dire que c'est des rails qui donnent la possibilité d'ensuite trader en crypto. D'accord. Alors, on va revenir sur le volet banque, puisque vous travaillez, avec des prestataires bancaires, on y reviendra après. Mais comment est-ce que tu penses que les banques, si certains banquiers nous écoutent, devraient s'adapter pour prendre en considération ces nouveaux players, pour les comprendre ? Parce que derrière, il y a des profils de risque différents, il y a des due deals qui n'ont rien à voir, qui ont des besoins également, on va dire, extrêmement volatiles. C'est-à-dire que, non mais sans blague, c'est un écosystème qui évolue tellement vite que les banques aussi doivent s'adapter. Comment est-ce que tu penses que les banques peuvent essayer d'être plus agiles ? Alors, c'est assez naïf ma question. Non, mais je pense que c'est aussi notre raison d'être. Alors après, je vais donner une réponse plus globale dans le futur, mais c'est aussi notre raison d'être cet intermédiaire, en fait. Parce que, en fait, les banques, elles veulent bien travailler avec les plateformes crypto, mais elles ne savent pas forcément... comme tu dis, les process sont pas forcément en place pour permettre ça, et c'est spécifiquement au niveau de la data, en fait, de comprendre les transactions qui sont derrière, etc. Et aussi de comprendre les setups juridiques, et c'est tout ça qui est complexe. Donc pourquoi on existe ? C'est parce que les banques sont pas encore là, donc sont pas encore mûres, c'est ça. Après, il y en a certaines qui servent déjà des plateformes crypto. Mais dans ce cas-là, pour les plateformes crypto, ce qu'on amène, c'est vraiment l'agrégation, en fait, de ces rails. Donc voilà. Mais après, qu'est-ce qu'elles doivent vraiment regarder ? C'est donc l'onboarding, c'est comment, quel est le bon poids, la bonne mesure
pour l'onboarding, c'est-à-dire savoir quels sont les documents dont ils ont besoin, qu'est-ce qui serait trop, qu'est-ce qui n'est pas assez. Spécifiquement, quand ils revoient les process de compliance de ces plateformes, en fait. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, quand on onboard ces plateformes, de toute manière, donc on fait un audit complet et on voit vraiment quels sont les gaps et on leur dit comment les adresser. Mais donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps à passer avec eux pour leur expliquer comment les adresser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir du temps pour faire ça et vraiment la volonté de les aider à y arriver. Ce qui est notre volonté. Et ensuite, c'est vraiment mettre en place des systèmes qui permettent de collecter la donnée qui leur donne la transparence sur les transactions crypto, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que la donnée, elle est là. Et les plateformes crypto, elles n'ont pas de problème à la donner. C'est juste qu'en fait, il faut le système pour l'interpréter. Ouais. Et alors, c'est côté banque et côté exchange. Alors moi, je pense j'ai quelques indices, mais je pense que c'est intéressant, sans citer personne, mais dans les grandes tendances que tu retrouves sur ces acteurs nouveaux qui arrivent dans un environnement finalement qu'ils connaissent pas d'un point de vue réglementaire et qui n'ont pas tout l'historique que toi, moi ou les personnes qui nous écoutent ont. Qu'est-ce que tu vois qui revient systématiquement quand vous faites vos audits? C'est une bonne question, ça. Manque de connaissances pas manque de connaissances. Clairement, quand on travaille avec des startups, c'est une petite équipe. Ouais. Donc, c'est peut-être le besoin de recruter des gens pour être capable de faire le transaction monitoring. Il peut avoir des questionnements sur pourquoi ils doivent faire du transaction monitoring dans des endroits où ils ne sont pas forcément obligés de le faire. Il y a plusieurs pays où ils ne sont pas obligés de le faire, en fait. Donc, il faut avoir une discussion sur ça en expliquant que déjà, c'est notre licence. Donc, pour nous, il faut que ça arrive. Il faut qu'il y ait du transaction monitoring, même si nous, on le fait, bien sûr. Donc, il y a toutes ces discussions sur ça, mais aussi leur expliquer qu'en fait, c'est dans leur intérêt, parce que c'est dans leur intérêt d'avoir des opérations qui peuvent perdurer, une société qui tient la route, mais aussi des partenaires bancaires qui, en fait, vont pas décider de dire non, en fait, ce client-là, on n'est pas trop... on veut plus que vous l'ayez parce que finalement on a trop de transactions qui sont pas bonnes, en fait. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir clarifié ces éléments-là, donc pour le côté banque et côté plateforme. Maintenant, comment est-ce que cette aventure est partie parce que ça fait pas si longtemps que ça que vous existez. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les débuts? On te voit en tout cas parcourir le monde depuis quelques semaines à Miami, la semaine d'après. C'est en Europe, c'est Fiat Republic. Depuis un an, ça s'est développé comment? Ça s'est développé rapidement. Alors moi, j'ai rejoint le process en cours d'aventure, puisque mon cofondateur avait déjà commencé depuis plusieurs mois. Mm-hmm. Mais ça s'est bien développé, puisque maintenant, on est à 27. Ah ouais. On a levé 6 millions de dollars. Donc, on est accompagné par Speed Invest, par Seedcamp, par Credo Ventures, par SoftBank. Donc, vraiment, on a des super investisseurs qui sont toujours là pour nous supporter, pour nous apporter des clients, mais aussi pour nous guider dans notre développement. On est live depuis mars avec la plateforme en euros et en livres sterling. On a acheté une société. Donc, un établissement électronique. Voilà, exactement. Ouais. En Angleterre. Et on a eu un change in control en mai. Top. Donc ça a été hyper rapide. C'était vraiment pour nous important d'être régulé, puisque c'est ce qu'on prône. Ouais. Donc pour nous, c'était pas assez d'être ou un agent ou un technical outsource provider de nos partenaires. Non, il fallait vraiment qu'on soit régulé. Ouais. Comment ça s'est passé? Tiens, on peut peut-être faire une petite parenthèse. Ouais. On passe la partie recherche de cible, due deal, etc. Ça s'est fait, mais une fois que tu notifies à la FCA qu'il y a un changement de propriétaire, comment est-ce que vous adaptez le business model? Tu vois ce que je veux dire? Parce que vous gardez la licence,
Et comment c'est perçu? Parce que c'est un business qui n'a rien à voir. Enfin, j'imagine. Hein. Et alors, on a eu beaucoup de chance. Parce que c'était un business qui avait à voir. Qui était exactement le même. Ah, c'est top ça. Bien joué. Qui servait déjà les plateformes crypto et qui faisait du banking as a service. Top. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance. C'est une très très bonne question parce qu'effectivement, ça aurait pu être un sujet et ça aurait peut-être rendu le changing control plus difficile. C'est clair. Ouais. Mais là, en l'occurrence, non, ça a été pour nous simple. En fait, donc c'est aussi ce qui nous a permis d'aller aussi rapidement. Et pourquoi vous êtes allé au UK et pas en France ou en Allemagne? Parce qu'on a une dizaine de personnes au UK. D'accord. donc voilà. Donc après, effectivement, on a dans les plans d'avoir un EMI en Europe. Ouais. Donc ça, c'est déjà dans les plans. Donc on va avoir des belles annonces sur le sujet dans les prochaines semaines. Mais effectivement, on avance sur un territoire européen sur lequel on espère avoir une licence dans les prochains mois. Top. Donc, vous avez développé votre API, vous avez développé les intégrations avec des partenaires bancaires, donc UK-based, principalement. Ouais. On en a 2 au UK, on en a un en Europe et on en a un au US pour l'instant. Donc, c'était les partenaires existants de cette plateforme ou pas? Ou sont d'autres? Il y avait un partenaire existant. C'est des bonnes questions. On dirait que tu travailles avec les régulateurs, toi. Non, j'ai une intuition. Donc, on a récupéré un partenaire bancaire qu'ils avaient. Et ensuite, le reste, non, on a développé des partenariats. Donc, voilà. Donc, là, on en a 4. Et on en a 2 de plus sur lesquels on est en train de travailler. Donc, ça va vite. Ouais. Alors, quand on va reprendre le cas des plateformes qui utilisent déjà des établissements bancaires, quand vous reprenez l'entièreté du set et de la relation avec ces banques, finalement, vous vous interfacez. Comment est-ce que ça se marche? Ça fonctionne, cette espèce de période de transition, de transfo côté de ton client, et, côté end-user et de votre côté? Souvent, c'est hyper progressif en fait. Donc nous, comme tu as compris, on s'intègre aux banques. Donc c'est-à-dire que nos clients, ils n'ont pas besoin de s'intégrer aux banques et c'est bien pour eux parce que franchement, c'est difficile de faire des intégrations avec des banques qui sont traditionnelles. Généralement, ce qui se passe en fait, c'est que on se met d'accord sur les termes commerciaux et ensuite, ils commencent l'intégration en même temps qu'on fait le onboarding regulatory en fait. Donc voilà. Le onboarding, ça prend quelques semaines. C'est pas long, c'est 2-3 semaines, mais bon, donc du coup, l'intégration, ça permet quand même de commencer plus tôt. Une intégration, ça prend entre 2 semaines et 2 mois. Ça dépend de la complexité du flow. Ensuite, quand le client a fait son intégration, généralement ils vont le tester et ensuite ils vont le mettre live et ça sera soit c'est nouveau, donc c'est une complète nouvelle intégration, donc ils partagent les données bancaires avec leurs clients et voilà, ou il y a déjà d'autres prestataires bancaires et donc ils vont partager les données bancaires avec certains clients et donc commencer à envoyer des flows de notre côté. Et bien sûr, notre but, c'est qu'on ait le plus de flows possible. Donc, c'est-à-dire que la plateforme, il soit super content, que ça aille vite, qu'il soit content du customer service et que du coup, il nous donne les flows. Et alors, d'un point de vue responsabilité réglementaire, c'est vous en frontline et vos clients sont considérés comme quoi? Nos clients. Juste les clients. Ouais, donc nous, en fait, on est le PSP, client des banques. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, on est le client des banques. Les banques sont notre supplier. Et donc, les banques, elles nous délèguent tout ce qui est KYB et KYC. Et donc, nous, on délègue le KYC à nos clients. Mais ça veut dire que c'est pour ça qu'on fait un audit hyper complet. Ouais. Mais en plus, on a notre transaction monitoring, bien sûr. Mais en plus, on revoit des datasets de clients de manière régulière pour être sûr que tout est carré. Ouais. Pour nous, il faut que ça soit très, très carré, en fait. Oui, j'imagine. Mais dans ce cas-là, vous mettez en place des flux avec vos clients pour automatiser et pour faire des audits. Vous avez un droit d'audit continu, je dirais. Ça, c'est obligatoire. Oui. Vous êtes dans une logique de sous-traitance, du coup. Exactement. D'accord. Il y a différents
business case, Fiat Deposit Withdrawal, Fiat Treasury Operations. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire les flux, si c'est possible ? Ouais. Ça m'intéressait. On rentre vraiment, tu sais. Solène la geek. Non, mais ça m'intéresse. Savoir comment vous êtes connectés, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Et en fait, ces flux, ils peuvent être soit indépendants, soit ensemble. Donc, en fait, en gros, l'utilisateur final veut acheter de la crypto. Il fait un transfert vers un compte d'un de nos clients. Soit ça va être un compte au nom de notre client, soit ça va être un compte au nom de l'utilisateur final. Donc ça s'appelle des virtual IBAN. L'argent arrive instantanément parce que c'est pas instant et c'est faster payments. Et donc le client, l'utilisateur final voit que le compte a été crédité. Et donc là, il dit j'aimerais bien acheter, 0.01 Bitcoin. Et donc là, la plateforme, soit elle a le Bitcoin elle-même, soit il faut qu'elle aille l'acheter sur un autre exchange. Et donc, c'est là qu'on fait des treasury deposits. Donc, disons que, par exemple, elle a besoin d'aller acheter le Bitcoin sur une autre plateforme. Et elle fait un transfert vers cette plateforme. Souvent, ça va être en ACH, donc en USD, mais aux États-Unis. Et donc, elle paye le Bitcoin. Le Bitcoin arrive. Elle le donne à son client. Et voilà. Donc, ça, le flow est fini. Maintenant, le client veut revendre le Bitcoin. Il dit, je veux vendre le Bitcoin. Et dans ce cas-là, l'exchange lui donne l'équivalent en fiat sur le virtual IBAN. Et le client dit, je veux l'envoyer sur mon compte, BNP ou Société Générale. Et donc, il le renvoie par SEPA, Instant et Faster Payment. Donc, encore, si la banque qui reçoit et aussi sur SEPA Instant, elle reçoit l'argent directement. Et donc, nous, on permet ces flots. D'accord. Donc ça, SEPA, c'est l'environnement européen. Ouais. Est-ce que vous envisagez d'aller, je suis sûre que tu vas me dire oui, aux US. Ouais. Et comment vous allez vous y prendre ? On est déjà aux US en fait. Ça faisait partie de l'annonce de juin. Donc on a un partenaire bancaire aux US et en fait là, dans ce cas-là, on utilise la licence bancaire du partenaire qui est un partenaire fédéral, donc qui est dans tous les 50 states. Ah, top ça, bien joué. Ouais. Donc voilà. Donc vous n'allez pas vous taper les 50 demandes d'agrément par État. Peut-être à terme. Peut-être à terme. Donc nous, on a vraiment ce côté, on veut être super régulé. Maintenant, est-ce qu'on peut... qu'est-ce qui vaut mieux le coup ? Là, clairement, pour aller aux US, le plus rapide, c'est de faire un accord comme ça. Il va y avoir d'autres pays où on fera pareil. Et s'il y a des pays où il faut vraiment y aller, parce que les clients en demandent, mais que ce genre de setup n'est pas disponible, on ira chercher une licence, quoi. Ouais. Et pourquoi vous êtes présent en Pologne et au Canada ? Parce que c'est des endroits où les gens ne peuvent pas faire de la crypto à part sur Swift. Ah, intéressant. Donc, du trading sur Swift. C'est un peu compliqué, ouais. Dernière question, juste pour les intégrations. Vous travaillez avec Modular aux Pays-Bas. Ouais. Ça vous sert à quoi ? Modular, c'est eux qui nous permettent d'opérer en Europe actuellement. D'accord. Parce qu'on n'a pas notre licence. Mais c'est aussi notre partenaire EMI, mais bancaire, parce qu'ils ont des accès directs, SEPA et Faster Payment. D'accord. Donc à terme, nous, on aura notre licence, mais on utilisera toujours les règles de Modular. Ils ont une super techno, voilà. Mais eux, ils ne sont pas spécialisés crypto. Nous, on est spécialisés crypto. Parfait. Avant qu'on se quitte, j'aurais aimé que tu dises un mot sur le consortium. Je trouvais que c'était super intéressant. Donc, voilà. Je suis ravie que tu demandes ça parce que on a parlé des différents différenciateurs en fait qu'on a. Donc on a parlé des local rails, de la donnée. Donc notre approche sur la compliance, c'est d'avoir plus de données, de donner cette transparence aux banques. Et le dernier point, c'est le consortium. Et c'est vraiment le concept de Fiat Republic est vraiment parti de là. C'est-à-dire que les plateformes crypto, elles travaillent pas ensemble en fait. Elles travaillent chacune de leur côté. Elles ont des problèmes avec les banques. Et en fait, en étant tout seules, elles vont pas résoudre le problème de David contre Goliath. Oui. Et donc du coup, Adam, quand il a pensé au concept de Fiat Republic, on est parti du problème. Ok, il y a un problème systémique. Il faut une réponse systémique.
Et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée du consortium en se disant, en ayant les flots d'une dizaine de plateformes, on est vachement plus fort que chaque plateforme aille à la même banque. Ouais. Et donc voilà. Et donc là, pour l'instant, ça prend la forme de nous donner un poids de négociation pour aller ouvrir de nouveaux pays. Parce que c'est vraiment le sujet, où il n'y a pas de banques qui sont crypto-friendly, mais quand tu arrives et que tu dis, écoute, j'ai des flots de 1 milliard par jour, ça ouvre mieux la porte que j'ai des flots de 10 millions par jour, ou 10 millions par mois. Mais à terme, le consortium, ça doit aller vachement plus loin. C'est-à-dire que nous, on veut parler pour nos clients aux régulateurs. Donc, on fait ça. On va être capable de faire ça avec nos différentes licences, puisqu'on sera en discussion avec le régulateur et pouvoir vraiment s'insérer dans les discussions au niveau des problèmes de nos clients. Il y a toujours plein de sujets. Il y a, par exemple, MiCA en Europe, Financial Promotion au UK, etc. Et donc ça on veut vraiment être un des porte-paroles. Et puis c'est pour ça que vous êtes compliant first. Ouais. C'est trop important. Ouais. C'est trop important si on veut que crypto aille sur. Crypto, là, je crois que c'est 250 millions de personnes ont de la crypto. Donc, c'est beaucoup. Mais si on veut arriver au milliard, il faut que la conformité soit au départ de tout. Ouais. Et comment est-ce que vous envisagez J'ai toujours des questions après, j'aime pas finir les épisodes. Comment est-ce que vous envisagez la stratégie d'expansion, toi qui es donc dans les manettes de tout ce qui est growth, commercial, etc. C'est quoi ta stratégie pour aller générer de l'attraction sur ces exchanges qui sont quand même un peu éclatés partout ? C'est souvent basé sur les rails qu'on offre. Donc, c'est-à-dire, pour les Européens, c'est de leur offrir de l'expansion, par exemple, aux US. Pour les US, c'est offrir de l'expansion en Europe. Et en fait, c'est juste parler aux clients et de savoir où est-ce que vous pensez lancer, où est-ce que vous avez vraiment de la demande et agréger ces besoins, aller chercher un partenaire bancaire et faire l'intégration et aller live. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, pour le moment, votre focus, c'est les plateformes, exchange. Votre prochaine étape, c'est quoi ? Je pense qu'on va continuer sur ça. C'est Crypto Exchange et les on-ramp, off-ramp. C'est vraiment là. NFT plateforme, peut-être à un moment donné, mais encore une fois, il faut qu'elle fasse du KYC. Donc, et donc, ça, c'est vraiment le sujet. Parce que moi, je ne vois pas aller en DeFi avant très longtemps parce que les banques ne veulent pas faire ça. C'est clair. Et nous, on ne peut pas vraiment faire ça. C'est pas assez mature. Voilà. Ouais. Et alors, vos prochaines étapes ? Nos prochaines étapes, la licence européenne, c'est clair. Et avoir toujours plus de clients en live, quoi. Ouais, top. Et alors, tu sais que je clôture, tu le sais, par un livre, une reco. Qu'est-ce que tu recommandes ? Qu'est-ce que je recommanderais comme The Bitcoin Standard. Pascal Gauthier l'a recommandé. Et puis Ambre aussi, Ambre Soubiran. Je l'ai lu. Du coup, je l'ai lu. Et j'adhère. Voilà. Et il y a le même auteur a fait The Fiat Standard, donc ça permet vraiment de tout couvrir. Merci Sophie. Merci Solène. À bientôt. Bye bye. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.